Heureuse de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans ce Talk Afrique. Ils sont atteints d'albinisme. L'albinisme est une maladie génétique rare due à une anomalie héréditaire caractérisée par une absence de mélanine partielle ou totale. La mélanine est un pigment que l'on retrouve dans la peau, les cheveux et poils, mais aussi au niveau de l'œil, dans l'iris et la rétine. Beaucoup d'entre eux souffrent de déficiences visuelles à cause du développement anormal de leur rétine. Vous l'avez compris, nous parlons des albinos. Dans certains pays africains, ils sont quelquefois marginalisés par la société, d'où l'importance de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme le 13 juin de chaque année. Une année qui a été retenue par l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2014. Quelles sont les explications scientifiques à l'albinisme? Que dit la génétique? Quelles sont les actions menées par les dirigeants africains afin de protéger ces albinos? Justement, comment mieux protéger ces personnes atteintes d'albinisme? On en parle avec nos deux invités, professeur Rokhaya Ndiaye Diallo, généticienne. Bienvenue à vous. Merci de votre invitation. En face de vous, nous avons Mouhamadou Bamba Diop. Vous êtes président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Très bien. Alors, l'albinisme est un défaut de mélanine et ces albinos devraient protéger leurs yeux et leur corps des rayons du soleil. Pensez-vous qu'il y ait assez d'initiatives menées dans ce sens-là? J'encourage les initiatives. On se bat au Sénégal, on se bat en Afrique, mais il y a beaucoup de choses à faire parce que la majeure partie des organisations qui se sont battues pour cette journée à travers l'Union africaine, à travers les Nations unies, continuent à avoir des problèmes, donc faute de prise en charge au niveau de leur pays par les gouvernements, faute de partenariat, faute aussi de manque d'ONG qui sont présents en Afrique pour prendre en compte les problèmes liés à l'albinisme. Mais aussi faute d'information, parce qu'il n'y a pas trop de recherches en Afrique qui aujourd'hui pourraient aider à mieux comprendre les problèmes liés à l'albinisme. On va quand même rappeler, l'albinisme touche en moyenne une personne sur 17 000 dans le monde, mais certaines régions sont bien plus touchées. Dans quelques pays d'Afrique, sa fréquence passe à une naissance sur 1000. Dites-nous, professeur Diallo, quelles sont les explications scientifiques à l'albinisme et que dit la génétique dans ce sens? L'albinisme est une condition génétique. Quand on dit condition, ça veut dire que ce n'est pas une maladie, que les personnes vivent avec. Une condition génétique, ça veut dire qu'il y a une anomalie au niveau de l'ADN qui est à l'origine de cette maladie. Et quand cette anomalie est présente, la personne qui est atteinte d'albinisme peut transmettre l'anomalie à ses enfants. Et ça va se manifester comment? Par l'absence de production de la mélanine. La mélanine, c'est une protéine qui donne la couleur à la peau, aux cheveux et aux yeux. Donc, lorsque cette protéine n'est pas synthétisée, cela va se répercuter sur la couleur de la peau et sur le fonctionnement des yeux. Y a-t-il d'autres conséquences en dehors de ce que vous me dites? D'autres conséquences, il peut y avoir, en fonction du type d'albinisme, d'autres conséquences dans le fonctionnement de l'organisme. Nous allons y revenir tout à l'heure. D'accord. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Diop. On dénombre plusieurs types d'albinisme. Qu'en est-il? Quelles sont leurs caractéristiques? Il y a, d'après certaines documentations et d'après certaines recherches que j'ai eu à faire, il y a 10 catégories d'albinisme. Mais le plus fréquent est l'albinisme oculocutané. Donc c'est beaucoup fréquent au Sénégal, mais c'est beaucoup fréquent aussi en Afrique. Et cet albinisme est lié à plusieurs blocages ou handicaps, parce que quand l'enfant naît, du premier jour au 7e mois, il est aveugle. À partir du 7e mois, il commence à recouvrir la vision. Au-delà de ça, cette personne qui vit avec cet albinisme ne peut pas s'exposer plus de 30 minutes au soleil. Sinon, il est obligé d'avoir des brûlures et souvent des cancers de la peau.
Et aujourd'hui, au-delà donc des problèmes de sacrifice, il y a un cancer qui est en train de ravager la communauté albinos et qui n'est pas pris en compte même par les institutions qui se battent contre le cancer. Et j'aimerais bien que vous puissiez réagir, professeur Diallo, par rapport à cette question. Oui, il a tout à fait raison qu'il existe plusieurs types d'albinisme. Mais on peut dire que sur les 10, il y en a 4 qui sont les plus spécifiquement reconnus. C'est l'albinisme oculaire qui se manifeste uniquement au niveau des yeux. Oui. C'est-à-dire l'absence de coloration est retrouvée uniquement au niveau des yeux. La peau a une coloration normale. Et ce type d'albinisme a la particularité de se transmettre selon un mode récessif lié au chromosome X. C'est-à-dire que le plus souvent, ce sont les garçons qui sont atteints. D'accord. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, c'est l'albinisme oculocutané, dont tu parlais tout à l'heure, oui. Et qui est le plus fréquent, qui va se manifester au niveau de la peau, au niveau des yeux, au niveau de la coloration des cheveux. Outre ces deux types, il y a ce qu'on appelle les albinismes syndromiques. Syndromiques qui sont associés à d'autres anomalies dans l'organisme. Ce sont le syndrome de Chidiac-Higashi, qui associe l'albinisme à des défauts au niveau du système immunitaire. Donc, les personnes qui sont atteintes ont parfois des anomalies du système immunitaire par rapport aux infections, par exemple. Et l'autre type, c'est le syndrome de Dermansky-Poudlak, qui associe l'albinisme à un défaut au niveau de la coagulation sanguine. Donc, ces personnes qui sont atteintes ont parfois du mal à coaguler. Leur sang a du mal à coaguler. Quand ils se blessent, ils n'arrivent pas à arrêter le saignement. Donc, il existe plusieurs types d'albinisme et on sait que ces pathologies sont génétiques. Peut-on parler d'hérédité en ce qui concerne l'albinisme, justement ? Tout à fait. C'est une condition génétique, comme ça a été dit tout à l'heure. Une condition génétique, donc héréditaire. Héréditaire qui va se transmettre de génération en génération, de parents à enfants. Maintenant, c'est le mode de transmission qui va déterminer qui sera malade dans la population, dans la famille. L'albinisme oculocutané, qui est le plus fréquent, se transmet selon le mode autosomique récessif. C'est-à-dire que 2 personnes qui ne sont pas atteintes d'albinisme peuvent porter le variant qui est responsable de la condition. Mais lorsqu'ils vont faire des enfants, il y a des chances que les 2 variants qui sont chez les 2 parents se retrouvent chez le même enfant. Et beaucoup ne le savent pas, justement. Effectivement. Et quand ces 2 variants se retrouvent, l'enfant sera albinos. D'accord. Alors, Monsieur Diop, dans certaines zones en Afrique, beaucoup d'albinos ne peuvent plus commercer librement ou étudier à cause des informations qui ne jouent pas en leur faveur. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle des albinos en Afrique? La situation actuelle des albinos en Afrique est catastrophique. Si nous prenons l'exemple du Sénégal, depuis 2012, lors des dernières élections, la communauté albinos a vécu vraiment des jours que nous ne sommes pas prêts à oublier. Au-delà de ce que nous avons recensé dans les pays où nous nous déplaçons, le cas de la Tanzanie, où jusqu'à présent on continue à tuer des albinos, le cas de la Burundi, donc dans beaucoup de pays en Afrique, en Guinée-Conakry. Si l'albinos n'est pas tué en sacrifice, il est utilisé comme esclave pour la mendicité. Aujourd'hui, nous on se bat partout où on va, particulièrement au Sénégal, pour mettre en place des centres inclusifs qui regroupent des albinos et des non-albinos pour réussir le pari de l'inclusion, mais aussi les aider pour avoir une protection et une éducation saine. Parce que, au-delà de ce problème, ils sont confrontés à des problèmes d'éducation, ils sont confrontés à des problèmes de prise en charge sanitaire, parce que jusqu'à présent, il y a un instrument que nos États refusent de mettre en place, c'est une politique de loi d'orientation sociale
ou une loi qui sera votée au niveau de l'Assemblée nationale pour la prise en charge et la protection des personnes vivant avec l'albinisme. On s'est battu dans beaucoup de pays. Je prends l'exemple de la Guinée. La semaine passée, on était en Mauritanie. Au Sénégal, on a parlé au niveau des médias, donc avec l'appui de certaines organisations de droits de l'homme comme Amnesty International, certains membres du Parlement sénégalais, des députés, donc, qui se sont impliqués au combat pour pousser l'État du Sénégal à aller vers une loi pour la protection et la prise en charge des personnes vivant avec l'albinisme. Parce qu'au-delà d'une politique où on alloue 300 000 francs à plus de 10 500 personnes, qui ont besoin de crème solaire qui coûtent environ 60 à 65 000, qui ont besoin de lunettes. On va revenir sur ça, mais j'aimerais bien rebondir sur ce que vous avez dit. Il y a tellement de pratiques occultes en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure en Guinée, mais également en Afrique du Sud. Un entrepreneur qui a avoué qu'il a tué une jeune fille, une fille de 13 ans, albinos. Donc ce monsieur croyait vraiment que son entreprise allait avancer grâce à cette petite fille de 13 ans morte, et à la demande, c'était même à la demande d'un guérisseur traditionnel qui a exigé le corps de cette fille de 13 ans. Comment faire aujourd'hui pour arrêter ces pratiques occultes, professeur Diallo? Oui, pour arrêter ces pratiques occultes, je pense que l'information des populations est importante. Il faudrait que des séances de sensibilisation soient menées dans tous les pays ou dans toutes les sociétés et d'expliquer aux populations ce qu'est l'albinisme. Quand ils comprendront que c'est une condition génétique qui n'a rien à voir avec des croyances traditionnelles, occultes, en ce moment-là, je pense que les populations arrêteront de considérer les albinos comme des parias de la société et de les utiliser à des fins qui sont parfois très difficiles à accepter. Vous voulez réagir par rapport à ça? Allez-y. Oui, je voudrais réagir parce que, vous savez, et souvent, on le constate en veille d'élection ou en veille d'événements importants qui touchent le haut niveau, ça veut dire que les autorités ou donc d'activités rituelles dans le pays. Vous voyez, donc, on s'est déplacé pour aller en Mauritanie. C'était pour nous adjuger les services du commissariat aux droits de l'homme pour impliquer le gouvernement dans le processus électoral, que les albinos puissent être pris en compte dans le recensement, mais aussi que l'État puisse prendre des dispositions pour que les albinos puissent être protégés en période d'élection. Et partout en Afrique, en période d'élection, les sacrifices commencent, les abus sexuels commencent, les tentatives d'enlèvement d'albinos commencent. Et surtout, au Sénégal, en veille d'élection, la majeure partie des albinos ne sortent pas. Ils n'aillent même pas voter. Ils sont cagés chez eux. Et vous voyez même souvent, dans certains villages où vous allez, il y a des albinos qui perdent complètement la raison à force d'être cagés. Monsieur Diop, vous êtes président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Quelles sont les actions que vous menez, non seulement pour protéger les albinos, mais également sensibiliser les populations? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez en Mauritanie. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous avez menées en dehors de la Mauritanie? Oui, nous avons d'abord commencé par le Sénégal, où nous organisons des activités de sensibilisation, nous organisons des consultations gratuites pour montrer aux autorités que ces albinos-là ont été laissés en rade par la prise en charge au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, mais aussi des mesures d'urgence à prendre par le gouvernement. Et je pense qu'il y a un problème qui règne au Sénégal, c'est la mise en place d'une haute autorité pour appliquer les directives de la loi d'orientation sociale. Vous allez dans les autres pays en Afrique, c'est le même problème. Ce qu'il faut, c'est continuer les activités de sensibilisation. En Guinée, on a commencé par prendre en charge les albinos, aller les inscrire, prendre leur scolarité en charge, ouvrir un centre. Quand l'État a vu qu'une activité est en train d'être faite par une fondation qui n'est pas de la Guinée et qui a pris en compte toute la communauté albinos, le ministre s'est déplacé, le gouvernement nous a impliqués jusqu'à ce que l'Assemblée nationale vote une loi, et cette loi a été promulguée par le président Alpha Condé avant même la journée du 13 juin. Et c'est un combat qui est mené partout en Afrique. Il faut plus de sensibilisation, il faut pousser vers les changements de mentalité. Parce que sans le changement de mentalité,
le phénomène de l'albinisme va continuer à subir des dégâts dans tous les pays de l'Afrique. Vous l'avez dit, Monsieur Diop, le 13 juin, c'est la journée, on célèbre, le monde a célébré la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Je me tourne vers vous, professeur Diallo. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé, ou bien les gens changent de mentalité? Oui, je pense que les mentalités ont commencé à changer, mais il reste encore beaucoup à faire. Et il faudrait que le problème soit pris en charge par les gouvernements. La loi d'orientation sociale, dont a parlé M. Diop, je pense que c'est important que cette loi-là soit votée et qu'on puisse prendre en charge les albinos, tant sur le plan médical que sur le plan social. Parce que sur le plan médical également, il y a beaucoup de soucis. Le fait que la mélanine ne soit pas présente et l'exposition au soleil, on sait qu'en Afrique, le soleil est pratiquement présent sur 90% de l'année, il y a des risques de cancer. Et ces cancers-là, s'ils ne sont pas pris en charge très tôt, vont dégénérer et seront à l'origine d'une mortalité très élevée. Donc d'où l'importance de mieux prendre en charge ces personnes atteintes d'albinisme sur le plan médical, mais également sur le plan social, du fait qu'ils sont un peu rejetés dans les sociétés. Donc il faudrait que les gouvernements les intègrent davantage. Il reste beaucoup de choses à faire. Vous voulez réagir par rapport à ces crèmes? Je rappelle que ces crèmes ne sont pas vraiment abordables en Afrique. Les crèmes ne sont pas abordables. Si je prends donc notre cas au Sénégal, depuis plus de 7 ans, je me bats pour la mise en place d'une fabrique de crèmes solaires au Sénégal. Parce que nous avons découvert que durant des années, un albinos qui a un cancer, quand il vient à l'hôpital, on lui donne un rendez-vous espacé de 7 à 8 mois. Avant qu'il ne revienne, il décède. Parce que déjà, l'hôpital est conscient que cette maladie-là demande des moyens donc colossaux que l'hôpital n'a pas et que l'État n'est pas prêt à faire. Donc moi, partout où je vais en Afrique, je signale ce génocide qui est en train de se faire, cette discrimination, parce que les albinos n'ont pas accès à la santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies au Sénégal où le ministère de la Santé ou les ministères de la Santé en Afrique font des journées dédiées, donc des programmes nationaux. Pourquoi aujourd'hui la communauté albinos en Afrique ne peut pas bénéficier de programmes dédiés ou de journées nationaux et que l'État, en tant que médicament essentiel et kit complémentaire pour la survie des albinos, ne prenne pas en compte ces problèmes et en font une gratuité totale, comme on l'a fait avec le diabète, avec beaucoup de maladies. D'accord. Professeur Diallo, les albinos souffrent notamment de déficiences visuelles, je le disais au tout début de cette émission, ce qui demande une attention particulière. Est-ce le cas dans nos écoles africaines ou même dans les endroits que fréquentent ces albinos? Tout à fait, c'est le cas dans nos écoles africaines. Quand on regarde le taux d'enfants albinos scolarisés, c'est vraiment très très faible. Quand ils commencent les études, assez souvent, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes visuels. Et donc, d'où l'importance, quand une stratégie de prise en charge est mise en place très tôt, cela permettrait de les accompagner pour que les enfants puissent être inscrits dans les écoles et qu'ils puissent suivre une bonne scolarisation. Oui, et comme je disais tout à l'heure, c'est le gouvernement. Ce sont les autorités qui doivent, les sanitaires surtout, qui doivent mettre en place des stratégies. Quelles sont ces stratégies justement? Voilà. Que préconisez-vous? Moi, je préconise, comme je l'ai toujours demandé, donc démarrer par l'Assemblée nationale, voter une loi pour la prise en charge et la protection. Parce que quand la chose devient un droit, vous savez, dans beaucoup de pays africains, il y a un volet très important, comme je l'ai récemment dit en Mauritanie, l'approche droit. Un Sénégalais qui naît avec un problème et que ce problème aujourd'hui l'empêche de jouir de tous ses droits, il a un problème d'aller à l'école, il a un problème de se soigner, il a un problème de vivre comme les autres, mais c'est un droit aujourd'hui pour les autorités africaines de rendre à César ce qui appartient à César. C'est quoi? C'est donner aux albinos les mêmes privilèges que les autres couches de la société ont.
Donc je pense qu'à travers cette loi au niveau de l'Assemblée nationale, ça va être aujourd'hui une obligation pour le ministère de la Santé, pour le ministère de l'Éducation, pour le ministère de la Formation professionnelle, pour accompagner la cible. Et cette cible aujourd'hui se sentant inclue dans ces programmes pour jouir de ses droits. Donc je pense qu'aujourd'hui il y a un phénomène très important que certains leaders albinos oublient en Afrique, c'est d'aller vers la procédure. C'est très important. Et tout à l'heure, vous parlez de la Guinée. Justement, en Guinée-Conakry, la loi prévoit la perpétuité pour les auteurs de criminels rituels et jusqu'à 20 ans de prison pour exploitation des personnes atteintes d'albinisme. Est-ce que c'est une avancée significative pour vous? Très significative. Très significative. Et quand je l'ai su, quand le ministre même nous a informé que vraiment nous avons eu un acquis de taille, l'Assemblée nationale a voté, le président a promis de promulguer la loi, le ministre nous a reçus, une semaine après notre départ, le président a promulgué. Mais ça c'est très important parce qu'il y a un phénomène qui s'est passé en Guinée qui me faisait pleurer. Des enfants qu'on aille récupérer dans les villages, on les amène à Conakry, dans les feux rouges, dans les marchés pour les faire mendier. Quand l'enfant tombe malade, on ne le prend pas en charge. Quand l'enfant a un accident, la personne s'en décharge. Quand l'enfant meurt, ce n'est pas le problème de la personne. Il prend son téléphone, il informe la famille que l'enfant est décédé et il part dans le village. Avec son argent, il récupère d'autres enfants pour les amener mendier. C'est ce qui nous a poussé à créer un centre en Guinée, de récupérer tous ces albinos-là qui étaient dans les rues avec l'appui du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Parce que moi, j'aime beaucoup la Guinée parce qu'il y a des initiatives. La Guinée-Conakry, je l'aime beaucoup. Parce qu'il y a eu même des initiatives qui existaient avant, même que nous, on soit là. C'est que des albinos sont dans l'armée. On me l'a refusé ici au Sénégal quand je faisais le CM2 et que je voulais aller au Britannique militaire. On a dit que les textes militaires ne prennent pas en compte l'albinisme. Et alors que, après mes études aux États-Unis, j'ai fait une formation là-bas de sécurité. Donc parce que c'est quelque chose qui était entré dans ma tête, on me l'a refusé quand j'étais enfant. Tu vois en Guinée des albinos qui sont policiers. Donc l'État s'est impliqué, l'État a fait un très grand pas en avant pour montrer aux albinos que vous faites partie de la société. Il y a une mauvaise information, il y a des gens mal intentionnés qui sont tentés de faire du mystique parce qu'en Afrique le mystique a pris le dessus sur beaucoup de choses, mais il y a un côté positif, mais il y a un côté très négatif. Professeur Diallo, Monsieur Diop, j'y arrive, parle de la Guinée et par rapport à cette loi, pensez-vous que d'autres pays africains devraient prendre l'exemple de la Guinée-Conakry? Tout à fait. Et le premier pays qui devrait prendre l'exemple de la Guinée-Conakry, c'est le Sénégal. Parce que nous vivons pratiquement les mêmes réalités, tant sur le plan culturel que social. Donc je pense qu'au niveau du Sénégal, l'État devrait essayer de voir ou bien de travailler avec les associations des albinos pour mettre en place donc, des conseils de réflexion ou des comités de réflexion pour que cette loi-là puisse exister au Sénégal. C'est important. C'est important. Et sur la scène internationale, les personnes atteintes de l'albinisme sont quand même représentées. Et est-ce qu'aujourd'hui, les albinos devraient prendre en compte leurs différences, leurs différences comme étant une force? Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je le partage. Vous savez, il y a un problème. Quand aujourd'hui on voit qu'au Sénégal, 98% des personnes vivant avec l'albinisme sont analphabètes et illettrées. Pourquoi? Parce que l'État ne prend pas en compte le volet éducationnel. Je vous donne l'exemple du Kenya. Vous allez au Kenya, l'État alloue 150 millions de dollars dans le budget de l'État à l'Association nationale des albinos. Mais ça a fait ses frais. Vous allez au Kenya, vous voyez des albinos qui sont avocats, des albinos qui sont membres du Parlement, des albinos qui sont directeurs de société. En Afrique du Sud, où j'ai fait ma formation, vous allez en Afrique du Sud, vous recensez plus de 20 à 50 centres spéciaux dédiés aux personnes vivant avec l'albinisme et un handicap. Vous allez au National Council of the Blind, à l'université de Pretoria où j'ai terminé mes études, vous allez voir que les albinos sont pris en compte, ils ont des assistants sociaux, ils ont l'appui technique qui leur permet d'avoir des ordinateurs, d'avoir des logiciels. Le Dolphin Pen,
C'est en Afrique du Sud que je l'ai étudié depuis plus de 10 ans que je suis au Sénégal. Il n'y a pas d'instrument ou d'ordinateur qui permet à un albino de pouvoir suivre en classe. Alors que là-bas, c'est des élèves de 20 à 15 dans les classes. Ici au Sénégal ou dans certains pays en Afrique, c'est plus de 50, 90 ou 100 même dans une classe. Vous voyez que l'enseignant n'a même pas le temps de consacrer ne serait-ce que 5 minutes à un albinos. Il est obligé d'être mis derrière parce qu'il ne voit pas le tableau, il ne peut pas suivre pour écrire. Donc déjà, il y a un climat d'exclusion au sein de l'éducation, au sein de beaucoup de secteurs, ce qui fait que tous ces pays qui ont pris leurs initiatives pour accompagner la communauté albinos sont en train aujourd'hui de créer des hommes, des leaders qui sont dans les instances de décision, qui arrivent à changer les donnes. Et c'est la même chose que nous voulons au Sénégal, c'est la même chose que nous voulons dans certains pays africains, mais il faut que l'État s'implique. Il faut que l'État prenne ses responsabilités et compte les albinos dans sa population pour pouvoir les accompagner. Il faudrait que l'État prenne ses responsabilités et en l'absence de pigmentation, je me tourne vers vous, professeur Diallo, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. En l'absence de pigmentation, les albinos sont particulièrement vulnérables à ce que les groupes de défense appellent le tueur silencieux, le cancer de la peau. Et que préconisez-vous pour y faire face? Pour y faire face, le seul moyen, on peut dire, qui est efficace, c'est la protection. Protection par le fait de porter des habits qui couvrent tout le corps, mais également protection en utilisant des chapeaux. Un albinos ne doit pas sortir au soleil sans chapeau, mais également la protection avec les crèmes solaires. Si cette protection est mise en place, il y aura possibilité, en tout cas, d'éviter la survenue de ces cancers. Maintenant, c'est des choses peut-être qui sont un peu difficiles à mettre en œuvre, mais comme je le disais tout à l'heure, si des programmes sont mis en place pour prendre en charge ces albinos, tant sur le plan médical, sur le plan social, c'est sûr qu'on arrivera à les intégrer dans la société, qu'on les prenne en charge dès le bas âge pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation et qu'ils puissent participer au développement de notre pays. C'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Professeur Rokhaya Diallo, vous êtes généticienne. Merci à vous. Merci. Ça a été un plaisir. Également, Mouhamadou Bamba Diop, vous êtes président de l'Association nationale des albinos du Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, ce sera toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se donne rendez-vous très bientôt sur Midi 1 et portez-vous bien.